Do you feel guilty? No, me personally, no. I knew I could do nothing for them. I couldn't help them. Otherwise, I'd have been locked up. Au printemps 1945, tandis que l'Europe enterrait ses morts, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes qui avaient administré le système concentrationnaire nazi retirèrent leurs uniformes, rangèrent leurs insignes et disparurent dans le chaos d'une civilisation effondrée. Ils avaient dirigé des camps de concentration, des centres d'extermination et des prisons de transit dans lesquels périrent des millions de personnes. Maintenant, en l'espace de quelques jours, ils se transformèrent en civils ordinaires. Les historiens estiment qu'environ 50 000 hommes servirent comme gardes SS dans l'ensemble du système des camps pendant la guerre. Le 15 avril 1945, des troupes britanniques du 2e armée entrèrent à Bergen-Belsen. Ce qu'elles trouvèrent dépassa l'expérience préalable de tous les soldats présents. Environ 60 000 prisonniers survivaient dans des conditions de faim extrêmes, de typhus et de décomposition généralisée. Le colonel James Johnston compta 13 000 cadavres non enterrés dispersés dans l'enceinte. La température printanière accélérait la putréfaction. L'odeur était perceptible à plusieurs kilomètres du périmètre extérieur. Les photographes militaires britanniques arrivèrent le jour même et commencèrent à documenter. Les caméras ne s'arrêtèrent pas. Ce qu'elles enregistrèrent changerait à jamais la discussion publique sur ce qui s'était passé dans les camps. Bergen-Belsen n'avait pas été conçu à l'origine comme camp d'extermination. Durant ses premières années, il fonctionna comme camp de transit et de prisonniers de guerre. Mais dans les derniers mois de la guerre, lorsque le Reich commença à évacuer les camps de l'Est face à l'avancée soviétique, des milliers de prisonniers furent contraints de marcher vers l'Ouest. Bergen-Belsen reçut vague après vague d'évacués, sans provisions, sans infrastructures sanitaires, sans capacité pour les soutenir. En janvier 1945, il abritait environ 22 000 personnes. En mars, le chiffre dépassait 60 000. Les baraquements en bois, construits pour accueillir quelques centaines de personnes, en contenaient des milliers. Dans certains, les cadavres restaient parmi les vivants pendant des jours, faute de personnel pour les retirer. Ce qui distingua Bergen-Belsen des autres camps au moment de la libération fut que le personnel des SS n'avait pas eu le temps de fuir. La rapidité de l'avancée alliée les piégea. Le commandant Joseph Kramer et des dizaines de membres du personnel furent arrêtés sur place le jour même de la libération. Kramer, qui avait auparavant servi comme sous-commandant à Auschwitz-Birkenau ou Rudolf Höss, fut arrêté alors qu'il portait encore son uniforme complet. Les soldats britanniques le photographièrent menotté à côté des corps que son camp avait produits. Parmi les détenus se trouvait Irma Grese, âgée de 22 ans, chef des gardiennes depuis janvier 1945. Elle était arrivée à Bergen-Belsen depuis Auschwitz, où elle avait travaillé depuis mars 1943. Avant Auschwitz, elle avait terminé sa formation de base à Ravensbrück, le principal camp de concentration pour femmes du Reich. Elle mesurait 1,68 m, avait les cheveux blonds et les yeux clairs, et portait un fouet en cuir et un pistolet au moment de son arrestation. Elle fut arrêtée le 17 avril dans ses quartiers près de l'entrée principale. Ses prisonnières l'appelaient « l'ange blonde d'Auschwitz », un surnom dont l'ironie était délibérée et amère. À Auschwitz, où elle avait atteint le rang de Rapportführer 1, responsable des appels des prisonnières, ses méthodes l'avaient rendue notoire même au sein du système des camps, qui n'imposait guère de limite à la brutalité. Joanna Bormann fut trouvée cachée dans un hangar de stockage le 16 avril. Elle pesait à peine 45 kg et avait 52 ans. Les témoignages des survivantes l'identifiaient avec une uniformité difficilement attribuable au hasard. C'était la gardienne qui emmenait partout un chien d'attaque dressé et l'utilisait pour déchirer les femmes qui s'effondraient pendant les appels. Ses prisonnières l'appelaient « la belette », un nom qui faisait référence à la fois à son physique et à ses méthodes. Elle avait servi à Auschwitz et dans le camp de travail de Buddy avant d'être transférée à Bergen-Belsen. Le chien fut abattu sur le champ. Bormann déclara aux soldats qu'elle travaillait dans la cuisine. Aucune survivante ne confirma cette version. Elisabeth Volkenrath, dont le nom apparaît aussi translittéré comme Volkenrath dans certains documents du procès, avait supervisé 400 gardiennes dans 3 camps, entre 1941 et 1945.
Bergen-Belsen, Auschwitz et Birkenau. Elle avait 31 ans au moment de sa capture. Les registres de l'opération Bernhard, capturée à Sachsenhausen et présentée ultérieurement au procès, montraient le mouvement systématique de gardiennes entre les camps à mesure que les installations s'agrandissaient. Chaque transfert s'accompagnait d'une promotion et d'une augmentation de salaire. Les SS administrèrent le meurtre comme une trajectoire professionnelle avec un échelon hiérarchique et des récompenses pour la performance. Parallèlement, dans le sud de l'Allemagne, les 42e et 45e divisions d'infanterie de l'armée des États-Unis libérèrent Dachau le 29 avril 1945. Ils trouvèrent y plus de 30 000 prisonniers et environ 560 membres de la SS encore dans l'enceinte. L'image des wagons de marchandises remplis de cadavres, un train de la mort de 39 wagons provenant de Buchenwald qui n'avaient jamais été déchargés, et l'état physique des survivants produisirent une réaction viscérale parmi les soldats américains. Plusieurs gardiens capturés furent exécutés sur le champ par des militaires américains dans ce que les rapports de l'armée consignèrent comme un incident de contrôle insuffisant dans les circonstances. Le général George S. Patton, qui visita le camp quelques jours plus tard, vomit en voyant l'intérieur des baraques. Des scènes similaires se répétèrent à Buchenwald, libéré le 11 avril par la 9e division blindée, à Mauthausen, libéré le 5 mai par la 11e division blindée, et à Flossenbürg, libéré le 23 avril par la 90e division d'infanterie. Dans chaque cas, le personnel de la SS qui n'avait pas fui fut immédiatement arrêté. Certains tentèrent de se mêler aux prisonniers, d'autres présentèrent de faux documents d'identité. Quelques-uns furent reconnus par les survivants eux-mêmes avant que les soldats ne puissent intervenir. Le système concentrationnaire nazi avait été colossal par son ampleur. Les historiens estiment qu'environ 50 000 hommes servirent comme gardiens SS dans l'ensemble des installations pendant la guerre. À eux s'ajoutèrent plusieurs milliers de femmes Aufseherinnen. Selon les registres du Service international de recherche à Bad Arolsen, qui en 2007 ouvrit plus de 30 millions de documents à l'examen public, la plupart de ces femmes provenaient de milieux ordinaires, paysannes, ouvrières d'usines, secrétaires, infirmières. Le recrutement fut volontaire jusqu'en 1944. Les SS publiaient des annonces dans des journaux ordinaires offrant ces postes avec de bons salaires, un logement gratuit et des prestations médicales. Aucune expérience préalable n'était requise. La hiérarchie interne des camps d'hommes était également hétérogène. À Auschwitz, par exemple, les gardiens provenaient de multiples origines nationales. Les Reichsdeutsch, Allemands nés à l'intérieur des frontières de l'État, formaient le noyau et occupaient toutes les positions de commandement. Mais leur nombre chuta de manière marquée à mesure que la guerre avançait, de 85% en 1940 à 52% en 1943, tandis que les besoins du front oriental vidaient les garnisons des camps. Pour compenser ces pertes, les SS incorporèrent des Volksdeutsch, Allemands ethniques d'Europe de l'Est, nés en Yougoslavie, en Roumanie, en Pologne et en Ukraine, ainsi que des gardiens auxiliaires ukrainiens, lituaniens et lettons entraînés dans le camp de Trauniki, au sud-est de Lublin. Environ 2000 à 4000 gardiens passèrent par cette installation au cours de la guerre. John Demjanjuk lui-même, dont le cas résonnerait des décennies plus tard, fut formé à Trauniki. L'unité d'enquête sur les crimes de guerre de l'armée britannique arriva à Bergen-Belsen le 23 avril sous le commandement du colonel Leo Gen. Pendant 6 semaines, les enquêteurs interrogèrent 850 survivants. Les noms des mêmes auteurs apparaissaient encore et encore dans des dépositions recueillies indépendamment. Grese, Volkenrath, Bormann, Hertha Ellert, Frida Walter. Au 1er juin, les Britanniques avaient compilé 400 pages de témoignages. Le tableau qui en ressortait n'était pas celui de quelques individus exceptionnels. C'était celui d'une structure organisée, avec des grades, des salaires, des promotions et des évaluations de performance, qui avait fonctionné pendant des années et qui, pour la première fois, faisait désormais face à un tribunal. Le procès de Bergen-Belsen, septembre 1945. Le lieutenant-colonel T.M. Backhaus ouvrit le premier procès de Bergen-Belsen le 17 septembre 1945 au tribunal de Lunebourg, exactement 5 mois après la libération. 45 accusés comparurent devant une cour militaire britannique. 11 étaient des femmes.
La salle d'audience mesurait environ 9 mètres sur 12, sans climatisation. La température extérieure atteignait 31 degrés Celsius. Le procès dura 60 jours d'audience et entendit le témoignage de centaines de survivants, médecins, soldats et enquêteurs. Ce fut le premier procès pour crime de guerre partiellement diffusé à la radio en Europe. La thèse centrale de l'accusation était novatrice et risquée. Backhouse ne soutenait pas seulement que les accusés avaient commis des actes individuels de violence, ce qui était également documenté, mais que le simple fait d'avoir participé volontairement au fonctionnement d'un camp de concentration où des crimes systématiques étaient commis les rendait complices de ces crimes. C'était une théorie de responsabilité collective structurelle que la défense rejeta avec véhémence et que les tribunaux n'acceptèrent que partiellement, exigeant dans la plupart des cas la preuve d'actes spécifiques. Irma Grese entra dans le box des accusés vêtus d'une robe grise et sans maquillage. Elle se déclara non coupable de toutes les accusations. Les témoignages qui s'accumulèrent contre elle pendant des semaines constituèrent l'un des profils les plus détaillés de conduite criminelle individuelle jamais construits lors d'un procès d'après-guerre. Témoin après témoin la décrivit sélectionnant des prisonniers pour la mort lors des appels matinaux à Auschwitz, frappant des femmes avec des matraques en cuir et lâchant des chiens sur des groupes d'enfants. Une survivante hongroise témoigna qu'en mai 1944, pendant les semaines où arrivaient à Auschwitz les transports massifs de juifs hongrois, plus de 10 000 personnes par jour lors des pics les plus élevés. Grese désignait directement les personnes âgées et les femmes avec de jeunes enfants vers la gauche, vers les chambres à gaz. Le journal personnel de Grese, saisi au moment de son arrestation, fut présenté comme preuve au procès. Les entrées étaient méthodiques et dépourvues d'émotion. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 230 pour traitement spécial. Le nouveau transport de femmes hongroises semblait en bonne santé. Dans une autre entrée, elle décrivait l'arrivée d'un groupe de femmes néerlandaises et commentait lesquelles lui avaient semblé adaptées à certains travaux. Le procureur indiqua au tribunal que le journal constituait le registre administratif d'une personne ayant totalement intériorisé le langage bureaucratique de l'extermination. Traitement spécial signifiait gazage. Adapté signifiait capable de travailler jusqu'à la mort plutôt que de mourir immédiatement. Le docteur Fritz Klein, médecin du camp jugé aux côtés de Grese, apporta un témoignage qui éclaira le processus de formation des gardiennes. Il confirma qu'elles recevaient une formation médicale spécifique pour identifier la faiblesse, la maladie et la grossesse à première vue, sans instrument diagnostic. Elles apprenaient à distinguer, en quelques secondes, lors d'un appel à l'aube sous la pluie, qui pouvait continuer à être utile et qui devait être éliminé. Elles apprenaient également à administrer des injections létales de phénol directement dans le cœur. Grese, selon les archives du procès, réalisa sa première exécution par cette méthode en avril 1943, lorsqu'elle avait 19 ans, moins de 3 mois après son arrivée à Auschwitz. La chambre de Grese à Bergen-Belsen, fouillée au moment de son arrestation, contenait des objets dont l'origine ne laissait aucune ambiguïté. Il y avait du savon fabriqué à partir de graisse humaine, des abat-jours faits de peau tatouée et des bijoux extraits de cadavres. Son fouet en cuir tressé, que les témoignages décrivaient comme l'instrument avec lequel elle frappait régulièrement des prisonnières au visage, était fabriqué, selon l'analyse médico-légale présentée au procès, en cuir traité d'origine humaine. Lorsque le procureur présenta ces objets devant le tribunal, la salle resta dans un silence absolu pendant plusieurs minutes. Elisabeth Wolkenrath demeura immobile pendant la majeure partie du témoignage. Son dossier personnel, récupéré dans les archives partiellement détruites des SS, montrait une trajectoire d'ascension. Elle était entrée dans le système des camps en 1941 comme garde d'entrée, avait été promue Oberaufseherin, surveillante en chef, en 1943 et avait continué à ce rang jusqu'à la fin de la guerre. Les survivants l'identifiaient comme la femme qui prenait les décisions de sélection chaque matin. Son doigt pointait vers la gauche pour la chambre à gaz, vers la droite pour continuer à travailler. La docteure Adelaide Hauteval, médecin française qui avait été prisonnière à Auschwitz et qui survécut pour témoigner, décrivit que Wolkenrath supervisait personnellement les expériences médicales réalisées sur des femmes sans anesthésie, notant le temps qu'elles mettaient à perdre connaissance et à mourir.
La défense de Volkenrath utilisa l'argument que les avocats de toutes les accusées répétèrent avec des variations. Elles étaient des fonctionnaires qui suivaient des ordres au sein d'une structure hiérarchique et la responsabilité incombait à ceux qui avaient donné les ordres, non à ceux qui les exécutaient. Le procureur répondit en documentant les cas dans lesquels les gardiennes avaient agi au-delà de tout ordre reçu, infligeant de la violence de leur propre initiative et avec une satisfaction personnelle évidente, selon les témoignages. La distinction entre obéir aux ordres et agir de sa propre initiative serait l'un des axes du débat juridique dans tous les procès ultérieurs. Juana Bormann ne tenta pas de garder son sang-froid. Lorsque la survivante Anita Laser décrivit avoir vu le chien de Bormann déchiqueter son amie Rachel lors d'un appel, Bormann haussa les épaules depuis le banc des accusés et examina ses ongles. Le procureur présenta des preuves que Bormann avait entraîné le chien spécifiquement pour attaquer les organes génitaux humains. À la question du procureur, Bormann répondit sans baisser le regard « Les chiens doivent manger ». Les registres du procès indiquent que plusieurs témoins dans la salle pleurèrent en entendant cette réponse. Les juges ne changèrent pas d'expression. Le procès de Bergen-Belsen fut largement couvert par la presse internationale. Les journaux britanniques publiaient des résumés quotidiens des témoignages. En Allemagne, où l'accès à la presse alliée était limité mais croissant, certains Allemands apprirent pour la première fois les détails précis de ce qui s'était passé dans les camps. La réaction la plus courante, enregistrée dans les rapports de renseignement alliés sur l'état de l'opinion de la population allemande, était l'incrédulité ou la prise de distance. Cela s'était produit ailleurs, avec d'autres gens. Les Allemands ordinaires, insistaient les rapports, préféraient voir le procès comme quelque chose qui concernait les nazis et non l'Allemagne. Le 17 novembre 1945, Backhaus lut les verdicts devant une salle comptant 300 observateurs. 11 gardiennes se levèrent en entendant leur nom. Irma Grese, coupable de crimes contre l'humanité, condamnée à mort par pendaison. Elisabeth Volkenrath, coupable, mort par pendaison. Juana Bormann, coupable, mort par pendaison. Herta Ehlert reçut 15 ans de prison. Elle avait supervisé des sélections à Ravensbrück et à Bergen-Belsen, mais le tribunal estima que les témoignages spécifiques contre elle n'atteignaient pas le seuil nécessaire pour des accusations capitales. Son cas illustrait la difficulté technique qui poursuivrait les procès d'après-guerre pendant des décennies. La différence entre superviser un système qui tuait et démontrer qu'une personne spécifique avait tué une personne spécifique à un moment précis était juridiquement énorme. Frida Walter reçut 3 ans pour avoir participé à des passages à tabac documentés, bien que pas à des meurtres directs. Ilse Forster reçut 10 ans pour avoir supervisé des détachements de travail forcé qui tuèrent des centaines de personnes par épuisement. Gerda Steinhoff reçut une peine complète de 15 ans. Elle tenterait de retourner après sa libération à la ferme familiale en Prusse orientale, mais ce territoire faisait déjà partie de l'Union soviétique et l'entrée lui fut refusée. Elle s'établit à Berlin-Ouest et travailla dans une usine textile. Les autorités d'Allemagne de l'Est demandèrent son extradition en 1972 pour des crimes commis dans le camp de Stutthof. Les tribunaux d'Allemagne de l'Ouest rejetèrent la demande. Elle mourut à Berlin en 1979. Le bourreau Albert Pierrepoint arriva à la prison de Hameln le 12 décembre 1945. Il était l'exécuteur officiel de la justice militaire britannique, un homme qui avait réalisé plus de 400 exécutions au cours de sa carrière. Il vérifia le mécanisme de l'échafaud à 6 heures du matin le 13 décembre. Les calculs de la chute étaient effectués en fonction du poids corporel et de la mesure du coût de chaque condamné, afin de garantir que la mort soit instantanée par fracture cervicale et non par strangulation lente. À 8h03, Elisabeth Volkenrath marcha vers l'échafaud. Elle portait l'uniforme standard de prison et des sabots en bois. Pierrepoint plaça la corde et ajusta le nœud derrière son oreille gauche. Il ne dit rien. La trappe s'ouvrit à 8h03. Son cou se brisa instantanément. À 8h15, Juana Bormann se débattit avec les gardes. Il fallut 4 hommes pour la maintenir immobile pendant que Pierrepoint plaçait la corde. Ces dernières paroles, enregistrées officiellement par le capitaine James McCallum, médecin de la prison qui agit comme témoin officiel. « J'aimais mon chien plus que n'importe quel être humain. » La chute eut lieu à 8h18.
Elle cessa de bouger après 90 secondes. À 8h30, Irma Grese s'approcha de l'échafaud avec un calme que les témoins présents décrivirent comme délibéré et calculé. Elle refusa la capuche noire offerte aux condamnés pour couvrir le visage au moment de l'exécution. Elle regarda directement les témoins pendant que Pierre Point ajustait la corde. Lorsqu'on lui demanda ses dernières paroles, elle dit « Schnell, rapide ». Elle mourut à 8h33. Elle avait 22 ans. Les corps restèrent suspendus pendant 20 minutes, comme l'exigeait le protocole de la loi militaire britannique. McCallum confirma la mort par fracture du cou dans les 3 cas. Les cadavres furent descendus à 8h53 et placés dans des cercueils en bois simple sans marque, sans service religieux. Dans les cellules du bloc C, 2e étage, les autres condamnés attendaient. Chacune avait pu écrire une lettre par semaine durant les semaines précédant l'exécution. Irma Grese avait écrit à sa sœur « Je ne regrette rien, l'Allemagne se relèvera de nouveau ». Autre procès, autre sentence, Dachau, Cracovie et destination multiple. Alors que se déroulait le procès de Bergen-Belsen, les Américains organisaient leur propre procédure. Les procès de Dachau commencèrent en août 1945 et se prolongèrent jusqu'en décembre 1947. Ils concernèrent le personnel de Dachau, Mauthausen, Buchenwald et Flossenbürg. La thèse juridique qui les structurait était catégorique. Quiconque avait servi dans un camp où des atrocités avaient eu lieu partageait la responsabilité de ces crimes. Il n'était pas nécessaire de démontrer un acte individuel spécifique. Les exécutions résultant de ces sentences eurent lieu dans la prison de Landsberg. Maria Mandl fut jugée non pas en Allemagne, mais en Pologne. Elle avait servi comme chef des gardiennes à Auschwitz-Birkenau de 1942 à 1944. Les témoignages de survivants décrivaient une femme qui dirigeait les répétitions de l'orchestre de prisonniers qui jouait pendant que d'autres marchaient vers les chambres à gaz. On se souvenait d'elle jouant du violon pendant que des enfants étaient assassinés. Le tribunal national suprême de Cracovie la condamna à mort. Elle fut pendue à Cracovie le 24 janvier 1948. La docteure Dorothea Binz avait servi comme chef des gardiennes à Ravensbrück de 1943 à 1945, étant responsable de la sélection de milliers de femmes pour leur exécution. Les autorités soviétiques la jugèrent et la condamnèrent à mort. Elle fut exécutée par un peloton d'exécution en mai 1947 dans la prison de Bézot. Elle avait 26 ans. Le contraste entre les systèmes de justice alliés fut prononcé dès le début. Les soviétiques se montrèrent plus expéditifs. Sur 23 gardiennes jugées par des tribunaux soviétiques, 20 reçurent des peines de mort et 19 furent exécutées. Les Américains, les Britanniques et les Français ensemble exécutèrent 16 gardiennes sur un total de 112 jugés entre 1945 et 1949. Anna Klein avait supervisé des expériences médicales à Ravensbrück qui tuèrent plus de 300 femmes. Elle fut condamnée à la réclusion à perpétuité en 1947 par un tribunal allié. Cependant, en 1956, elle fut libérée après avoir purgé 9 ans. Elle déménagea en Argentine où elle trouva du travail comme gouvernante auprès de familles d'expatriés allemands. Elle retourna en Allemagne en 1973 lorsque l'Argentine commença à exercer des pressions par des enquêtes sur les criminels de guerre nazis. Elle mourut dans une maison de retraite en Bavière en 1992. Personne ne la poursuivit jamais pour les meurtres médicaux. Ruth Clausius avait travaillé dans le camp de concentration de Stutthof de 1944 à 1945. Elle participa à des sélections et à des passages à tabac de prisonnières. Les tribunaux polonais la condamnèrent à la réclusion à perpétuité en 1946. En 1956, elle fut libérée. Elle s'installa en Allemagne de l'Ouest, où elle travailla comme employée des postes jusqu'à sa retraite. Elle fut reconnue par des survivants lors d'une cérémonie commémorative en 1983. Une nouvelle enquête fut ouverte mais abandonnée faute de preuves. Elle mourut à Hambourg en 2003. Margot Drexel reçut une peine de réclusion à perpétuité mais fit appel avec succès. La peine fut réduite à 15 ans en 1950. Elle fut libérée en 1956. Elle retourna en Autriche et travailla comme femme de ménage dans un hôpital à Innsbruck.
Elle fut reconnue par une survivante de l'Holocauste en 1975. La police autrichienne enquêta mais trouva des preuves insuffisantes pour de nouvelles accusations. Elle mourut d'un cancer en 1980. Sur 47 gardiennes jugées par des tribunaux alliés entre 1945 et 1949, seulement 13 reçurent des peines de mort. Seules 11 furent exécutées. Le schéma qui se dessinait était clair. Les condamnations de 15 ans devenaient 10 pour bonne conduite. Celles de 10 ans devenaient 6. Les peines de réclusion à perpétuité étaient révisées lors d'appels réussis. La loi protégeait avec plus d'efficacité les auteurs que ce qu'elle avait protégé leurs victimes. L'éclipse de la justice, la guerre froide et l'amnistie de 1951. À la fin de 1948, la vague de procès menés par les Alliés avait visiblement perdu son élan. Les procès de Dachau se conclurent en décembre 1947. Les Britanniques et les Français mirent fin à leur procédure peu après. En Europe occidentale, l'attention se déplaça du châtiment vers la reconstruction. La géopolitique avait radicalement changé d'axe. Le contexte est essentiel pour comprendre pourquoi ce qui s'est produit s'est produit. En 1947, les États-Unis lancèrent le plan Marshall pour la reconstruction économique de l'Europe occidentale. L'Union soviétique répondit en bloquant Berlin-Ouest en 1948. L'OTAN fut créée en 1949. Cette même année, la République fédérale d'Allemagne fut fondée comme État souverain sous tutelle occidentale. L'ennemi n'était plus l'Allemagne, l'ennemi était l'URSS, et l'Allemagne de l'Ouest, avec son territoire au cœur de la confrontation, était désormais un allié indispensable. Le gouvernement du chancelier Konrad Adenauer comprit cette logique et l'utilisa avec habileté politique. Adenauer soutenait ouvertement que la poursuite des procès pour crimes de guerre menaçait la cohésion sociale d'un État qui devait se stabiliser rapidement et être réarmé dans le cadre de la défense occidentale. Les groupes de vétérans, qui représentaient en République fédérale d'Allemagne un bloc électoral important, faisaient pression de manière agressive pour la libération d'hommes qu'ils appelaient soldats et non criminels. Le langage était délibéré. Requalifier les condamnés comme des soldats accomplissant leurs devoirs revenait à revendiquer leur réhabilitation morale. En 1951, le Parlement d'Allemagne de l'Ouest adopta des lois d'amnistie qui libérèrent des milliers de criminels de guerre condamnés. Beaucoup n'avaient purgé qu'une fraction de leur peine. À la prison de Landsberg, où les tribunaux militaires américains avaient envoyé des centaines de condamnés, dont 28 hommes condamnés à mort lors des procès de Dachau, des commissions de clémence examinèrent systématiquement les dossiers. Le haut-commissaire américain John G. McCloy, sous pression politique du gouvernement d'Adenauer et de groupes de lobbying à Washington, commua de nombreuses peines de mort et réduisit des condamnations à perpétuité. En 1955, presque tous les prisonniers de Landsberg avaient retrouvé la liberté. L'impact dépassa largement ceux qui avaient déjà été condamnés. Des procureurs dans toute l'Allemagne de l'Ouest fermèrent silencieusement des enquêtes en cours. Les tribunaux de dénazification, créés par les Alliés pour juger des millions d'Allemands au passé compromis, classaient de plus en plus souvent les anciens nazis comme Mitläufer, suiveurs, accompagnateurs, plutôt que comme auteurs actifs. Cette catégorie juridique, prévue pour des cas mineurs, fut appliquée de manière croissante et laxiste à des personnes dont le niveau de participation au crime était directement documenté. Elle appartenait au langage de l'impunité organisée. Sans agence centrale d'enquête, la Zentralstelle ne serait fondée qu'en 1958, les dossiers tombaient dans les failles d'un système judiciaire allemand délibérément fragmenté en 11 États indépendants, dotés de parquets séparés qui ne coordonnèrent pas leurs actions. Un suspect qui déménageait de Bavière en Rhénanie du Nord-Westphalie se retrouvait pratiquement hors de toute enquête active. De nombreux gardiens reprirent simplement une vie ordinaire. Ils retournèrent dans leur ville natale, trouvèrent du travail dans des usines et des magasins, fondèrent des familles et vécurent sans conséquence. Certains adoptèrent de nouvelles identités ou déménagèrent dans d'autres villes pour éviter d'être reconnus. D'autres ne prirent même pas cette peine. Le climat social de l'Allemagne des années 50 favorisait l'oubli de manière active, non passive. Il existait une préférence collective pour regarder vers l'avenir. Les historiens allemands des décennies suivantes décriraient cette période comme un temps de suppression systématique,
au cours duquel les auteurs et les témoins choisirent, consciemment et pour la plupart sans pression extérieure, de ne pas se souvenir ni poser de questions. Dans ce contexte, les anciens gardiens qui étaient revenus dans leur communauté n'étaient pas un sujet de conversation. Leurs voisins ne demandèrent pas, et eux ne répondaient pas. Le destin de Frida Walter illustre cette réalité avec précision. Condamnée à 3 ans lors du procès de Bergen-Belsen, elle les purgea et fut libérée en 1948. Elle s'installa à Hambourg, où elle travailla comme femme de ménage jusqu'à sa retraite. Elle changea son nom de famille en Meyer. En 1952, elle épousa un veuf avec 2 enfants. Elle ne mentionna jamais Bergen-Belsen à sa nouvelle famille. Elle mourut paisiblement en 1986. Personne dans son entourage immédiat ne savait qui elle avait été. Le cas d'Ilse Forster suivit un parcours différent mais tout aussi révélateur. Condamnée à 10 ans, elle fut libérée en 1955. Elle émigra au Canada avec de faux documents qui l'identifiaient comme couturière et s'établit au Manitoba. Elle travailla dans cette profession pendant des décennies. Les autorités canadiennes découvrirent sa véritable identité en 1978 grâce à des enquêtes lancées par des chasseurs de nazis. Elle fut expulsée vers l'Allemagne en 1981. Elle mourut dans une maison de retraite à Munich en 1994, sans avoir fait face à des accusations supplémentaires. Plus significative encore est l'ampleur de ce qui se produisit en dehors du système judiciaire. Les enquêteurs des crimes de guerre estiment qu'entre 3500 et 4000 femmes servirent comme gardiennes dans les camps de concentration et que moins de 600 d'entre elles firent face à une quelconque forme de procédure judiciaire entre 1945 et 2023. Parmi les quelques 3500 qui ne furent pas poursuivis, la grande majorité retourna à des vies ordinaires pendant la première période d'après-guerre, dans la fenêtre allant de 1945 à 1955, lorsque le système judiciaire avait encore la capacité théorique de les atteindre mais pas la volonté politique de le faire. Pour les gardiens masculins, la situation était quantitativement encore plus prononcée. Les 50 000 hommes estimés ayant servi dans le système des camps produisirent, au cours des décennies de procès alliés et allemands combinés, environ 7 000 condamnations au total selon les registres de la Zentralstelle. Cela représente environ 14%. Les 86% restants ne furent jamais poursuivis pour leurs activités dans les camps. Une fraction des gardiens n'attendit pas de voir ce que déciderait le système judiciaire. Elle prit la fuite. Avec des documents falsifiés et le soutien de réseaux sympathisants, certains anciens membres des SS quittèrent complètement l'Europe. Les routes principales passaient par l'Autriche et l'Italie vers l'Amérique du Sud, où l'Argentine, le Brésil et le Paraguay offraient refuge. L'Espagne, sous Franco, accueillit également d'anciens nazis. D'autres atteignirent la Syrie et l'Égypte. Pour les gardiens de rang inférieur, qui n'avaient pas le profil public d'Eichmann ou de Mengele et qui, par conséquent, n'étaient pas l'objet d'une recherche active, l'émigration exigeait des mesures moins dramatiques. Le Canada, l'Australie et les États-Unis acceptaient des immigrants allemands durant les années 50 avec des procédures de vérification dont la rigueur variait largement et qui, dans la pratique, s'avérèrent facilement contournables. Hermine Braunsteiner, de Queens, New York, à Düsseldorf. Le cas de Hermine Braunsteiner est l'axe autour duquel tourne l'histoire des gardiens de camp qui trouvèrent refuge en Occident, car il condense dans une seule trajectoire tous les éléments du problème, la complicité institutionnelle de l'après-guerre, l'insuffisance des systèmes de vérification des immigrants, la lenteur de la réponse judiciaire et, finalement, la possibilité réelle, bien que tardive, de justice. Braunsteiner naquit à Vienne en 1919. Elle quitta l'école à 15 ans et travailla comme employée domestique et ouvrière dans une brasserie avant de demander en 1939 un poste de gardienne au camp de concentration de Ravensbrück, le principal camp féminin du Reich, situé à 90 km au nord de Berlin. Elle fut admise en août de cette année-là. Sa demande fut volontaire. Ravensbrück était le seul camp d'entraînement officiel pour gardiennes, l'Oberaufseherin-Schule, où entre 1939 et 1945, environ 3500 femmes furent formées puis réparties dans tout le système concentrationnaire.
À Ravensbrück, Braunsteiner termina son entraînement de 8 semaines, qui comprenait une instruction dans l'usage des armes, la théorie raciale nationale-socialiste et les méthodes de contrôle des prisonnières. Les évaluations de performance conservées dans les archives du camp la décrivent comme énergique, disciplinée et efficace dans le maintien de l'ordre. En pratique, le maintien de l'ordre à Ravensbrück signifiait superviser des journées de travail forcées de 12 heures, conduire les appels qui se tenaient à l'aube par toutes les conditions météorologiques et appliquer des châtiments corporels documentés, coups de matraque en cuir, coups de pied, privation de nourriture, comme réponse routinière à des infractions mineures. À Ravensbrück, elle côtoya d'autres gardiennes dont les trajectoires se croisent avec la sienne dans les archives de l'après-guerre. Dorothea Binz, Oberaufseherin du camp entre 1943 et 1945, fut décrite par des dizaines de survivantes comme la gardienne la plus redoutée de Ravensbrück. Elle avait commencé comme employée domestique avant de demander le poste de gardienne en 1939, à l'âge de 19 ans. Elle supervisa l'introduction et l'expansion des chambres à gaz à Ravensbrück dans les derniers mois de la guerre, lorsque le camp, conçu pour 6 000 prisonnières, en abritait plus de 45 000. Elle supervisa également les expériences médicales menées dans le camp, au cours desquelles des médecins SS pratiquaient des amputations, introduisaient des bactéries dans des blessures délibérément ouvertes et testaient des sulfamides sur des prisonnières polonaises sans consentement ni anesthésie. Binz fut jugée par les Britanniques, condamnée à mort et exécutée en mai 1947 dans la prison de Hameln par le même bourreau, Albert Pierrepoint, qui avait exécuté Grèze et Bormann en décembre 1945. Hertha Ehlert, une autre gardienne de Ravensbrück qui servit ensuite à Bergen-Belsen, fut condamnée à 15 ans lors du procès de Bergen-Belsen de 1945, peine réduite par la suite. Libérée en 1953, elle fut de nouveau arrêtée par la Pologne en 1965 pour des crimes commis dans le camp de Majdanek, où elle avait servi comme Oberaufseherin avant d'être transférée à Bergen-Belsen. Condamnée à la réclusion à perpétuité en 1968, elle mourut en prison en 1997. Son cas est l'un des rares où une ancienne gardienne fut jugée 2 fois dans 2 pays différents et purgea effectivement une longue peine. Ruth Neudeck était Aufseherin à Stutthof, camp situé près de Danzig, où elle servit entre 1944 et 1945. Les témoignages de survivants l'identifiaient comme l'une des gardiennes les plus violentes du camp, qui frappait les prisonnières pendant les appels avec un fouet, et qui participa aux sélections envoyant les femmes faibles ou malades à la chambre à gaz installée à Stutthof en 1944. Capturée par les Alliés en 1945, elle fut jugée en Pologne et condamnée à mort, exécutée en 1946. Johanna Bormann, à ne pas confondre avec Johanna Bormann de Bergen-Belsen, bien que la similitude du nom ait provoqué une confusion dans certains documents secondaires, servit à Auschwitz-Birkenau comme Aufseherin entre 1942 et 1944. Les registres du personnel d'Auschwitz, conservés dans les archives du mémorial du camp, la présentent comme l'une des gardiennes ayant reçu le plus de mentions disciplinaires positives dans les évaluations internes, ce qui, dans le langage administratif des SS, signifiait qu'elle avait été particulièrement efficace dans la détection et la punition des infractions parmi les prisonnières. After the evacuation of Auschwitz in January 1945, she was transferred to Bergen-Belsen, where she was captured and tried. Returning to Braunsteiner, in 1942, she was transferred from Ravensbrück to Majdanek, the extermination camp located on the outskirts of Lublin in occupied Poland. Majdanek was one of the 6 extermination camps of Operation Reinhard, the camps designed specifically for the implementation of the final solution through gas chambers. In Majdanek, she rose to Rapportführerin, responsible for roll calls, and later to Lagerführerin of the women's camp. In that position, she directly supervised the other guards and coordinated with the camp commander the selection operations on the ramp. The selection on the Majdanek ramp was the process by which the transports arriving from the ghettos of Poland and from other parts of Europe were divided into 2 groups, those who could work and those who would be gassed immediately. Elderly people, children, pregnant women, and those arriving in poor physical condition went directly to the gas. Braunsteiner made those decisions by pointing with her finger. Survivors of Majdanek, who testified decades later at the Dusseldorf trial,
in which Braunsteiner was one of 22 defendants, described a consistent pattern of conduct. Maria Kaufmann, a Polish survivor, testified that in November 1942, Braunsteiner personally selected 102 children from the women's camp for execution. The children had arrived on a transport from the Lublin ghetto. They were between 3 and 14 years old. Braunsteiner separated them from their mothers during a roll call, lined them up, and handed them over to the male guards who took them to the gas chamber. Another survivor, Zofia Morawska, described how Braunsteiner beat women who resisted selection using the boots with metal studs that had earned her nickname. Some testimonies described that on occasions she literally trampled fallen women. The Majdanek trial in Düsseldorf was, in terms of duration and complexity, the longest war crimes trial in German judicial history up to the date of its conclusion. It began in November 1975 with 22 defendants, several of whom died or were declared unfit to stand trial before the final verdict. The testimonies extended over 5.5 years and included survivors from Poland, Israel, France, and other countries. The judges deliberated for months before delivering the sentence on June 30, 1981. Braunsteiner was sentenced to life imprisonment. 2 other defendants received the same sentence. Several received sentences of between 3 and 12 years. Some were acquitted due to lack of direct evidence of specific individual acts, illustrating the legal barrier that would not be overcome until the Demjanjuk precedent of 2011. Irmgard Huber was the chief nurse of the Hadamar Psychiatric Hospital, one of the facilities of the Action T4 program, the Nazi-forced euthanasia program that murdered more than 70,000 people with physical and mental disabilities between 1939 and 1941 using carbon monoxide gas and later lethal injections. The T4 program was the laboratory where the SS perfected the techniques of mass extermination that they would later transfer to the camps of the final solution. Huber supervised the operations of the extermination room at Hadamar, organized the transfer of patients from institutions throughout Germany, and coordinated with doctors the lists of those who were to be eliminated. She was tried by the Allies in 1945 and sentenced to 25 years. Released in the 1950s, she was never prosecuted again. Ilse Koch, the wife of the Buchenwald commander Karl Otto Koch, had no official rank in the SS. Women married to officers could not obtain their own rank. But she exercised de facto authority over the women's camp at Buchenwald and was feared by male prisoners as well. Testimonies presented at the Dachau trials accused her of ordering decorative objects, lampshades, book bindings, to be made from the tattooed skin of prisoners killed specifically for that purpose. She was sentenced to life imprisonment by a U.S. military tribunal in 1947. High Commissioner John McCloy, within the clemency policy of 1951, reduced her sentence to 4 years, a decision that provoked a storm of protests in the United States Congress. A German court tried her again in 1951 and sentenced her again to life imprisonment. She committed suicide in prison in 1967. Maria Mandl, chef des gardiennes féminines d'Auschwitz-Birkenau entre 1942 et 1944, supervisait plus de 200 Aufseherinnen dans le plus grand camp du système nazi. Elle était directement responsable des conditions de vie dans le camp féminin et participait aux sélections sur la rampe. Les survivants la décrivaient comme musicalement cultivée. Elle créa et protégea un orchestre de prisonnières qui jouait lorsque les transports arrivèrent sur la rampe, et simultanément capable d'ordonner des exécutions de manière routinière. Lorsque l'avance soviétique força l'évacuation d'Auschwitz en janvier 1945, Mandl fut transférée à Munich. Elle fut capturée par les forces américaines, extradée vers la Pologne et jugée à Cracovie. Elle fut pendue le 24 janvier 1948. Joanna Bormann, celle-ci en effet la gardienne de Bergen-Belsen jugée et exécutée en 1945, avait auparavant servi à Auschwitz entre 1942 et 1943 avant d'être transférée au camp de travail de Budi et finalement à Bergen-Belsen. Le dossier personnel des SS récupéré dans les archives partiellement détruites montrait une trajectoire de 12 ans dans le système concentrationnaire, commençant dans les camps d'Allemagne avant la guerre. Elle était l'une des rares gardiennes à être entrée dans le système avant 1939, dans les années où les camps abritaient principalement des prisonniers politiques allemands.
Sa transition de ce système vers celui de l'extermination pendant la guerre fut progressive et ininterrompue, sans aucun point de rupture documenté dans ses évaluations de performance. Le procès de Majdanek laissa une leçon juridique que les procureurs allemands mettraient des décennies à assimiler pleinement. Les 22 accusés avaient été jugés selon le standard traditionnel qui exigeait de démontrer un acte individuel spécifique contre une victime identifiable. Ce standard, conçu pour le droit pénal ordinaire, se révélait inadapté aux crimes de masse industrialisés. Les chambres à gaz de Majdanek avaient tué entre 60 000 et 80 000 personnes. Personne ne pouvait identifier le gardien spécifique qui avait fermé une vanne spécifique à une date spécifique. La conséquence était que des auteurs ayant une responsabilité directe et bien documentée pouvaient être acquittés non pas parce qu'ils n'avaient pas tué, mais parce qu'il ne pouvait être démontré qu'ils avaient tué une personne spécifique. Cette barrière ne serait démolie qu'avec le précédent établi par l'affaire Demjanjuk à Munich en 2011, lorsqu'un tribunal allemand accepta pour la première fois que servir dans un camp d'extermination suffisait en soi à établir la complicité dans tous les meurtres commis dans ce camp pendant la période de service. C'était une conclusion qui paraissait évidente à de nombreux juristes dès le départ et que le système judiciaire mit 66 ans à adopter. Le point de bascule, le procès du LM de 1958 et la création de la Zentralstelle. La seconde moitié des années 1950 aurait pu marquer la fin définitive de toute tentative de justice. Les procès étaient terminés, les amnisties avaient vidé les prisons et le système judiciaire allemand regardait ailleurs. Puis au printemps 1958, un procès dans une petite ville du sud de l'Allemagne changea tout. À Ulm, 10 anciens membres d'une unité combinée des SS et de la police furent jugés pour leur participation à l'assassinat de milliers de civils juifs le long de la frontière entre l'Allemagne et la Lituanie en 1941. Le procès fut important non pas tant pour les crimes qu'il documentait, qui étaient déjà connus dans leurs grandes lignes, mais pour ce qu'il révéla sur les auteurs. Ces hommes avaient vécu ouvertement en Allemagne de l'Ouest pendant plus d'une décennie. Certains occupaient des postes dans l'administration publique. Aucun n'avait fait l'objet d'une enquête sérieuse. Le procès d'Ulm mit en lumière, avec une précision chirurgicale, jusqu'à quel point le système judiciaire avait échoué, non par manque de preuves, mais par manque de volonté et de coordination. La réponse politique fut rapide. En décembre 1958, les ministres de la Justice des 11 Länder d'Allemagne de l'Ouest établirent une nouvelle agence dans la ville de Ludwigsburg. La Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen, l'Office central pour l'enquête sur les crimes nationaux socialistes, connu simplement sous le nom de Zentralstelle, commença ses activités dans un ancien bâtiment carcéral avec un petit nombre de fonctionnaires. Sa mission, rassembler les preuves, identifier les suspects et transmettre les dossiers aux procureurs locaux. C'était la première fois que l'Allemagne de l'Ouest disposait d'une institution consacrée exclusivement à la recherche des responsables des crimes nazis vivant encore à l'intérieur de ses frontières. Le travail de la Zentralstelle conduisit directement au procès le plus significatif des décennies suivantes. Le procès d'Auschwitz à Francfort se déroula entre décembre 1963 et août 1965. 22 accusés furent jugés pour des crimes commis dans le complexe d'Auschwitz. Le procès dura 20 mois et entendit le témoignage de plus de 350 témoins provenant de 19 pays différents. 6 accusés furent condamnés à la réclusion à perpétuité. Le procès fut diffusé à la radio et largement couvert par la presse, atteignant des millions d'Allemands qui avaient préféré ne pas savoir. Pour la première fois, le système concentrationnaire fut décrit en détail devant la société allemande qui l'avait ignoré. Au cours des décennies suivantes, la Zentralstelle contribua à traduire en justice près de 7000 individus. Ce chiffre paraît important. Face au nombre total estimé d'auteurs, des dizaines de milliers d'hommes et des milliers de femmes, la proportion de ceux qui durent faire face à des conséquences juridiques resta faible. John Demjanjuk et le changement juridique de 2011. En 2010, le temps agissait comme le principal allié de ceux qui avaient échappé à la justice. La plupart des gardiens des camps avaient entre 80 et 95 ans. Les témoins de leurs crimes vieillissaient également ou étaient déjà morts.
Les procédures engagées se terminaient souvent sans verdict parce que l'accusé décédait ou était déclaré inapte à subir un procès. La barrière juridique qui protégeait la plupart d'entre eux était technique mais efficace. Pour condamner un ancien gardien, les procureurs allemands devaient prouver un acte criminel spécifique lié à une victime identifiée. Le simple fait d'appartenir au personnel d'un camp où des massacres avaient eu lieu, même y avoir servi pendant des années, ne suffisait pas. Cette exigence probatoire rendait presque impossible la poursuite de gardiens de rang inférieur, dont les actions individuelles n'avaient pas été documentées avec précision. John Demjanjuk était un mécanicien retraité de l'industrie automobile qui vivait depuis des décennies à Cleveland, dans l'Ohio. Né en Ukraine en 1920, il avait été fait prisonnier par les forces allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les procureurs allemands ont rassemblé des preuves indiquant qu'il avait servi comme gardien dans le camp d'extermination de Sobibor en Pologne occupée en 1943. Sobibor avait été conçu spécifiquement pour tuer. Ce n'était pas un camp de travail, mais un centre d'extermination immédiate où chaque train qui arrivait amenait des personnes qui seraient assassinées dans les heures suivantes. Les procureurs n'ont accusé Demjanjuk d'aucun acte spécifique. Ils l'ont accusé d'avoir servi à Sobibor. La théorie juridique était radicale. Travailler dans un lieu construit pour l'assassinat systématique suffisait en soi à constituer une complicité dans chacun des meurtres commis pendant la période de ce service. Le 12 mai 2011, un tribunal de Munich a condamné John Demjanjuk comme complice de dizaines de milliers d'assassinats, commis pendant la période où il a servi à Sobibor. Il a été condamné à 5 ans de prison. Demjanjuk est mort en mars 2012, avant que son appel ne puisse être examiné. Mais le précédent juridique a survécu. Pour la première fois dans l'histoire judiciaire allemande, servir dans un camp d'extermination suffisait pour une condamnation, sans qu'il soit nécessaire de démontrer un acte individuel spécifique. L'effet fut immédiat. Les procureurs allemands, désormais armés d'un nouveau cadre juridique, ont lancé des enquêtes sur des gardiens âgés qui avaient échappé à la justice pendant 7 décennies. La course contre la mortalité avait officiellement commencé. Oskar Gröning, le comptable d'Auschwitz. Oskar Gröning n'était pas un homme qui se cachait. Pendant des décennies, il avait parlé ouvertement de ce qu'il avait fait pendant la guerre. Il ne l'avait pas fait par culpabilité, mais parce qu'il voulait réfuter les négationnistes de l'Holocauste. Il avait été là, disait-il. Il avait tout vu. Cela s'était réellement produit. Gröning arriva à Auschwitz en 1942 à l'âge de 22 ans, en tant que membre des SS. Sa tâche n'était pas de sélectionner les prisonniers ni d'opérer les chambres à gaz. Il était comptable. Son travail consistait à recueillir l'argent et les objets de valeur retirés aux prisonniers à leur arrivée au camp, à les compter et à les envoyer à Berlin. Il voyait les trains arriver. Il voyait la sélection sur le quai. Il savait parfaitement à quoi servait l'installation où il travaillait. Il servit à Auschwitz entre 1942 et 1944. Il n'a jamais nié ses fonctions. Dans des interviews pour des documentaires et dans une lettre adressée à un négationniste conservé dans les archives allemandes, Gröning écrivit que ce qui s'était passé à Auschwitz était un fait historique incontestable et qu'il avait été témoin et partie prenante de ce système. En juillet 2015, un tribunal de Lunebourg, la même ville où, 70 ans plus tôt, Irma Grese avait été jugée, condamna Oskar Gröning. Il avait 94 ans. Le tribunal le déclara coupable comme complice du meurtre de 300 000 personnes. Il fut condamné à 4 ans de prison. Le verdict confirma que le précédent Demjanjuk serait maintenu. Travailler à Auschwitz, à quelque poste administratif que ce soit, équivalait à participer au crime. Le procureur Jens Lehmann soutint devant le tribunal que Gröning avait fait partie d'une machine conçue pour l'extermination, que son travail routinier de comptabilité faisait fonctionner cette machine et qu'il partageait donc la responsabilité de ses résultats. Les avocats de la défense soutinrent que Gröning avait tenté à plusieurs reprises d'être transféré d'Auschwitz, ce qui était vérifiable, et que son poste administratif l'éloignait de la responsabilité directe. Le tribunal rejeta ces arguments. Des survivants de l'Holocauste voyagèrent depuis Israël, les États-Unis et l'Europe pour témoigner ou simplement pour être présents.
Eva Kor, qui avait été soumise à des expériences médicales à Auschwitz avec sa sœur jumelle, prit la main de Gröning à la fin du procès et lui accorda son pardon. Le geste fut photographié et publié dans le monde entier. Il suscita une controverse parmi les survivants et les organisations qui considéraient que le pardon individuel était incompatible avec la justice collective. Oskar Gröning mourut en mars 2018, à l'âge de 96 ans, sans avoir purgé un seul jour de sa peine. Les procédures d'appel, combinées à des évaluations médicales sur sa capacité à supporter l'emprisonnement, empêchèrent son incarcération. Les dernières poursuites, Stutthof, Sachsenhausen et la course contre le temps. La condamnation de Gröning a ouvert une fenêtre qui se refermait très rapidement. La Zentralstelle à Ludwigsburg a compilé des listes d'accusés potentiels encore en vie en Allemagne et à l'étranger. Les procureurs ont identifié des dizaines de cas possibles. Beaucoup ont disparu avant d'arriver au procès. L'accusé mourait ou les médecins certifiaient qu'il ne pouvait pas supporter la procédure. Reinhold Hanning avait servi à Auschwitz entre 1942 et 1944. Il fut condamné en juin 2016 par le tribunal de Detmold comme complice de 170 000 meurtres. Il avait 94 ans. Il est mort en mai 2017 avant que son appel puisse être examiné. Hubert Zafke avait servi comme infirmier paramédical dans le camp d'Auschwitz. Le tribunal de Neubrandenburg déclara en 2017 qu'il n'était pas mentalement en état de supporter un procès. L'affaire fut classée. Johann Rehbogen avait travaillé comme gardien à Stutthof entre 1942 et 1945. Son procès commença en 2018. La procédure fut interrompue à plusieurs reprises en raison de problèmes de santé. Le procureur principal soutint que le précédent établi dans l'affaire Demjanjuk et confirmé dans celle de Gröning faisait de Rehbogen un complice des meurtres commis pendant son service. L'accusé, âgé de 95 ans, fut déclaré incapable de supporter l'intégralité du procès. En 2019, l'affaire fut classée. En 2020, le parquet allemand annonça des poursuites contre une femme, la première femme poursuivie dans le cadre du nouveau cadre juridique, qui avait travaillé comme secrétaire à Stutthof. Irmgard Fürchner, âgée de 96 ans au moment de l'ouverture du procès, s'enfuit de sa maison de retraite le jour où elle devait comparaître pour la première fois devant le tribunal. Elle fut arrêtée quelques heures plus tard. Le procès se poursuivit et, en décembre 2022, elle fut condamnée comme complice de 10 505 meurtres. La peine prononcée fut de 2 ans avec sursis compte tenu de son âge avancé. L'affaire Fürchner confirma à la fois l'ampleur du nouveau cadre juridique et ses limites pratiques. Une secrétaire de 96 ans qui avait tapé des ordres dans un camp d'extermination des décennies plus tôt pouvait être légalement condamnée comme complice. Mais la condamnation n'impliquait pas d'emprisonnement effectif. Et pour des dizaines de milliers de gardiens de rang inférieur, la possibilité d'un procès avait disparu avec le temps. Ce qui est resté sans réponse. En 2016, des ouvriers du bâtiment qui rénovaient des appartements à Munich ont découvert une cache de documents dissimulés dans un mur. Les papiers comprenaient les dossiers personnels complets de gardiennes à Dachau, avec photographies, adresses et informations familiales. Les procureurs allemands ont examiné les archives. Ils ont conclu que toutes les personnes identifiées étaient décédées. Aucune autre mesure n'a été prise. En 2021, à Buenos Aires, des ouvriers qui démolissaient une maison dans le quartier de Bernal ont découvert une pièce cachée contenant de la propagande et des objets nazis, des uniformes de la SS, des photographies et des documents personnels appartenant à des gardiens de camps de concentration, ainsi que des documents d'identité montrant comment ces personnes avaient obtenu la citoyenneté argentine sous de faux noms. Les autorités ont scellé les preuves en attendant une enquête. Aucune inculpation n'a été prononcée. Le centre Simon Wiesenthal, qui a traqué les criminels de guerre nazis jusqu'en 2011, conservait des archives contenant les noms de 317 gardiens de camp ayant échappé à la justice. La plupart avaient fui vers l'Amérique du Sud, l'Australie ou le Canada. Parmi eux, seuls 47 ont été extradés pour être jugés. La dernière poursuite active du centre a eu lieu en 2006. Ingrid Metz avait servi comme officier des communications dans le camp d'extermination de Sobibor. Elle coordonnait les horaires des trains qui livrèrent plus de 200 000 victimes aux chambres à gaz.
Les forces britanniques l'ont arrêté en 1945, mais l'ont libérée en 1947, faute de preuves. Elle est retournée dans sa ville natale de Düsseldorf et a travaillé comme opératrice téléphonique jusqu'à sa retraite. La police l'a de nouveau interrogée en 1979, après de nouveaux témoignages de témoins. Les procureurs ont refusé de porter plainte, invoquant des preuves insuffisantes et le passage du temps. Elle est morte à Düsseldorf à une date qui n'a jamais été rendue publique. Hermine Braunsteiner est morte en 1999, après 16 ans de prison. Oskar Gröning est mort en 2018 sans avoir purgé un seul jour de sa peine. À eux deux, ils représentent les deux issues possibles pour les gardiens qui ont affronté la justice. L'un attrapé à temps, l'autre trop tard. La grande majorité n'a jamais été attrapée du tout. Les collaborateurs de l'Est, auxiliaires, policiers et gardes, non allemands. Tous les auteurs qui administraient le système de terreur nazi ne portaient pas des uniformes allemands. Derrière la structure des camps et des massacres en plein air existait une seconde couche de perpétrateurs que l'histoire mit des décennies à identifier avec précision et que la justice d'après-guerre n'atteignit presque jamais. Les collaborateurs de l'Est. Lituaniens, lettons, estoniens, ukrainiens, biélorusses et allemands ethniques des territoires occupés qui participèrent activement à l'Holocauste comme gardiens de camps, policiers auxiliaires et unités spéciales d'exécution. Sans eux, l'appareil d'extermination n'aurait pas pu fonctionner à l'échelle qu'il atteignit. Le 25 juillet 1941, Heinrich Himmler émit l'ordre formel de créer des unités de police auxiliaires composées d'Ukrainiens, de Baltes et de Biélorusses dans les territoires occupés. Les nouvelles unités reçurent d'abord le nom de Hilfspolizei, furent ensuite rebaptisées Ordnungsdienst en août 1941, puis finalement intégrées dans la Schutzmannschaft à partir de novembre de la même année. À la fin de 1941, environ 45 000 hommes servaient dans ces formations, dont la moitié dans des bataillons mobiles déployés hors de leur région d'origine. En 1942, ce chiffre avait atteint 300 000, dépassant numériquement les forces de police allemandes dans les territoires occupés. La Schutzmannschaft se divisait en deux branches opérationnelles. L'Einzeldienst opérait dans les villes et les zones rurales de sa région d'origine. Il enregistrait les Juifs, gardait les ghettos, participait aux rafles et escortait les déportés. Les bataillons de Schutzmannschaft servaient en dehors de leur zone d'origine, notamment en Biélorussie et en Ukraine, combattant les partisans soviétiques et soutenant la police allemande lors d'exécutions de masse. Ces bataillons recevaient des numéros attribués selon leur région d'origine, du 1 au 15 pour la Lituanie, du 16 au 30 pour la Lettonie, du 31 au 50 pour l'Estonie, du 51 au 100 pour la zone centrale de la Russie, incluant la Biélorussie, et du 101 au 200 pour le sud de la Russie et l'Ukraine. Kazis Tjurinska naquit en 1918 en Lituanie et avait servi dans l'armée lituanienne avant l'occupation soviétique. À l'été 1941, avec l'arrivée des Allemands, il se porta volontaire pour la Schutzmannschaft nouvellement formée. Comme garde au Fort 4 de Kaunas, Tjurinska fut présent en août et septembre 1941, lorsque environ 1800 Juifs furent fusillés à cet endroit. Parmi les exécutés durant cette période figuraient plus de 500 intellectuels juifs, médecins, avocats, ingénieurs et artistes. En septembre 1941, Tjurinska participa à une mission dans les environs de Kaunas, qui comprenait l'exécution de 43 partisans dans le village d'Uzusaliai. Par la suite, il fut transféré au 2e bataillon lituanien, renommé 12e bataillon en février 1942, qui fut envoyé à Minsk, où il opéra sous le bataillon 11 de la police de réserve allemande et participa à l'assassinat d'environ 46 000 personnes, principalement des Juifs et des prisonniers de guerre soviétiques. Tjurinska fut également présent lors du massacre de plus de 5 000 Juifs dans les environs de la ville de Słupsk le 27 octobre 1941. Jonas Stelmokas, né à Moscou en 1916 d'origine lituanienne, avait été diplômé de l'Académie militaire de Kaunas en 1939 et servi dans l'armée lituanienne jusqu'à l'occupation soviétique. Il rejoignit la Schutzmannschaft à l'été 1941. Les 28 et 29 octobre 1941, il participa à la grosse action, la Grande Action, dans le ghetto de Kaunas.
Des policiers allemands et des auxiliaires lituaniens encerclèrent le ghetto le 28 et sélectionnèrent un tiers de sa population pour être fusillés. Les survivants du ghetto, depuis l'intérieur de leurs fenêtres murées, virent passer la colonne. L'un de leurs témoignages, conservé dans les archives de Yad Vashem, disait « Nous les avons vus marcher vers le haut de la colline. We watched them, and we cried. » Lithuanian policemen stripped the Jews, took their valuables, and pushed them into the pits where they were executed with machine guns. Approximately 9,200 people died in that two-day operation. Stelmokas emigrated to the United States after the war. A federal court in Pennsylvania initiated denaturalization proceedings against him in 1992. Alexandras Lileikis had an even longer career in police work. He had served in the Saugumo Policija, the Lithuanian security police, since 1927, rising to deputy director in the Marijampol region and later deputy director for Vilna around 1939. Vilna, called Vilna by the Jews and nicknamed the Jerusalem of the North, had a Jewish community that represented more than 40% of its population. With the arrival of the Germans in the summer of 1941, Lileikis returned from Germany, where he had remained during the Soviet occupation, and on August 20, 1941, he was appointed head of the Saugumo Policija for Vilna. In the autumn of 1941, about 130 Lithuanians worked under his command. Under his direction, the Saugumas identified, arrested, and handed Jews over to German and Lithuanian execution squads. Lileikis emigrated to the United States after the war. In 1996, a federal court in Massachusetts initiated denaturalization proceedings. Lileikis died that same year before the process could be completed. In Latvia, the collaborationist structure took on a specific form under the command of Viktor Arajs. Arajs was born in 1910 and in July 1941 formed the Araj Commando, an auxiliary unit of approximately 300 men recruited from former soldiers, former police officers, and university students directly subordinated to Rudolf Lang, SS Sturmbannführer and tactical coordinator of Einsatzgruppe A. The commando killed approximately 29,000 Jews during the summer and autumn of 1941, first operating in the Bikerniki area on the outskirts of Riga, and then moving through the countryside in operations to liquidate rural Jewish communities. In November 1941, in order to empty the Riga ghetto, the Germans mobilized the Arajs Commando together with about 1,000 additional Latvians. Arajs' men knocked on the doors of the ghetto at dawn on November 30th, while Lithuanian police organized the column of deportees toward the execution site at Rumbula. Arajs was captured, tried, and sentenced in West Germany in 1979 to life imprisonment. He died in prison in 1988. The second in command of the commando was Konrads Kalēs, born in 1913 in Riga. He had served in the Latvian army, then in the Red Army after the Soviet annexation, and in 1941 he deserted to join the Arajs Commando, where he served as company commander and first lieutenant. He participated in the arrest and execution of Jews in Riga and in rural Latvia, and also served as a guard at the Salaspils labor camp. Kalēs emigrated to the United States after the war and later moved to Australia. Australian authorities investigated him in the 1990s. Canadian and British courts also examined his case at different times. No country managed to prosecute him before his death in 2001. In Lithuania, the Ypatingasis Berės also operated, a specialized execution unit of between 40 and 60 men composed of Lithuanians under the command of Lithuanian and German SD officers. This small unit was responsible for the murder of approximately 10,000 people in different localities during September and October 1941. Between 1941 and 1943, it served as a guard unit at Paneriai, an execution site and detention camp outside Vilna, where it participated in the murder of approximately 80,000 people. In Ukraine, the scale of collaboration was even greater. Around 100,000 Ukrainians served as auxiliary policemen, of whom approximately 35,000 were part of the mobile Schutzmannschaft battalions. John Kaliman, a Ukrainian born in 1921 in what was then Poland, worked as an auxiliary policeman in Lviv from at least May 1942 until March 1944.
German records presented at his denaturalization trial in a federal court in Michigan showed that on August 14th, 20th, and 21st, 1942, Calimán escorted approximately 3,450 Jews from the ghetto to the embarkation points for deportation transports. During those 3 days, he used 8 rounds of ammunition. The record noted that 38 Jews were killed attempting to escape. In 2007, the court ordered his denaturalization. Bohdan Kozy, a Ukrainian from Galicia and a member of the Organization of Ukrainian Nationalists since 1939, joined the Ukrainian Auxiliary Police in the city of Lisiets in April 1942. He participated in the roundups of Jews during the summer of that year. In the autumn of 1943, he personally detained and shot a Jewish girl who was hiding in the house of a Polish woman in Lisiets. In those same weeks, he participated in the murder of the Candler family, identified in the records of the case. Kozy emigrated to the United States after the war. A federal court in Florida initiated denaturalization proceedings in 1982. He was deported. Le cas de Konrad Shelong illustre la composante allemande des gardiens de camp qui sont également arrivés aux États-Unis. Shelong est né en 1910, il a rejoint les SA en 1932, le parti nazi et les SS en décembre de la même année. Et en 1934, il a commencé à servir comme gardien dans le camp de Sachsenburg, en Saxe. De 1936 à 1939, il fut affecté à Dachau, commandant des groupes de garde. Il était pleinement conscient du mauvais traitement systématique des prisonniers. Le travail exténuant, la malnutrition, les châtiments physiques sévères. Il donna instruction aux gardiens sous son commandement de tirer sur tout prisonnier qui tenterait de s'échapper. Il émigra aux États-Unis. En 1982, un tribunal fédéral de l'Illinois entama sa dénaturalisation, confirmée en appel en 1986. Algimantas Dailid est né en 1921 à Kaunas. Les Soviétiques l'expulsèrent de l'école forestière où il étudiait en raison de ses attitudes anticommunistes. Avec l'arrivée des Allemands, il rejoignit la Sogumo Policija de Vilna. Son travail quotidien consistait à arrêter des Juifs soupçonnés de s'être échappés du ghetto, à les interroger, à leur confisquer argent, bijoux et passeports, et à les remettre aux Allemands pour leur exécution. Lors de son propre procès de dénaturalisation, Dailid expliqua son travail en termes administratifs. Sa fonction était de séparer les délinquants graves, juifs et communistes, des criminels ordinaires dans la prison de Łukiškės. Cette distinction était en pratique la différence entre survivre et être fusillé. Il fut dénaturalisé par un tribunal de l'Ohio en 1997. La Lituanie le poursuivit en justice en 2004, mais il fut acquitté sous l'argument que ses actes avaient été commis sous contrainte soviétique. Le cas de l'évêque Valerian Trifa dans le Michigan exposa une dimension différente du collaborationnisme, la propagande comme précondition du massacre. Trifa fut rédacteur du journal étudiant Libertatea en Roumanie, où il publia des articles antisémites systématiques, et président de l'Union nationale des étudiants chrétiens roumains. Le 20 janvier 1941, il prononça un discours devant environ 5000 étudiants à Bucarest qui déclencha un pogrom qui dura 3 jours et tua environ 120 juifs. Les auteurs du massacre tuèrent des juifs dans un abattoir industriel et suspendirent leurs corps aux crochets métalliques habituellement utilisés pour le bétail. Un témoin oculaire américain décrivit la quantité de sang répandu. Trifa arriva aux États-Unis après la guerre, fut ordonné évêque orthodoxe et, en 1955, prononça la prière d'ouverture lors d'une session du Sénat américain. L'OSCE engagea des procédures dans les années 70. En 1984, Trifa accepta de renoncer à sa citoyenneté et fut déporté au Portugal, où il mourut en 1987. L'expérience de la justice à l'égard des collaborateurs de l'Est se révéla encore moins satisfaisante que celle exercée contre les gardiens allemands. Les documents prouvant leur participation étaient pour la plupart entre les mains de l'Union soviétique qui ne les partageait pas pendant la guerre froide. Les témoins capables de les identifier étaient des survivants de l'Est vivant en Israël, en Pologne ou dans l'URSS elle-même. Les procès de dénaturalisation aux États-Unis exigeaient des preuves conformes aux standards civils américains, qui étaient élevés.
et le temps agissait implacablement en faveur des suspects. Pour chaque Calimont qui fut dénaturalisé, des dizaines d'hommes ayant des antécédents comparables moururent tranquillement dans le Wisconsin, à Toronto ou à Melbourne, sans que personne n'ait eu l'occasion même de prononcer leur nom devant un tribunal.